Bonjour tout le monde, merci pour la présentation. Donc, oui, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'un projet qui porte sur la modélisation de la levée des mauvaises herbes, donc en sol organique. Au courant des 15 prochaines minutes, donc, je vais vous parler de la contexte et problématiques un peu qui nous a amené à monter ce projet-là. Donc, aussi la méthodologie, qu'est-ce qu'on a fait pour aller chercher nos données au niveau de l'analyse et de la modélisation, puis vous présenter donc certains patrons d'émergence et modèles, et puis terminer sur une petite validation préliminaire des résultats qu'on a observés durant le projet. Donc, allons-y. On débute le contexte et la problématique vraiment en termes de gestion, donc certaines techniques de gestion des mauvaises herbes qui sont bien connues. Donc, le faux semis et les semis différés. On sait que c'est des bonnes pratiques qu'on effectue avant l'implantation de la culture pour réduire la pression des mauvaises herbes dans la culture, justement. Puis si on peut faire un petit rappel des techniques, donc le faux semis, en quoi ça consiste? C'est vraiment de faire un travail de sol comme si on allait semer, mais on laisse le temps passer, on ne sème pas, mais on va retravailler le sol en superficie. Donc, ce que ça va faire, c'est vraiment aller amoindrir la population des mauvaises herbes qui germent en surface. Fait qu'on peut répéter l'opération quelques fois jusqu'à ce qu'on sème pour de vrai. Puis là, on a un sol qui est plus propre en termes de mauvaises herbes puisqu'on a épuisé la banque de graines juste avant. Le semi-différé, c'est un peu similaire. En fait, on fait nos interventions de sol, on peut le retravailler, mais en fait, le semis est décalé en fonction du dernier travail de sol. Et puis, ce que ça va faire, c'est que les mauvaises herbes vont potentiellement germer juste un peu avant la culture. Puis, on a le luxe d'aller, si on peut, faire l'intervention aérienne, que ce soit par un herbicide ou par pyrodésherbage, par exemple. Donc, puis là, la culture lève juste après, puis on a un sol qui est plus propre. Donc, voici le rappel des techniques. Des questionnements qu'on peut avoir lorsqu'on utilise ces techniques-là, c'est en fait, qu'est-ce qui serait le plus optimal en termes de temps entre nos opérations, puis le nombre d'opérations aussi qu'on va avoir selon la levée des mauvaises herbes. Parce qu'après une intervention, quel est le temps? En fait, est-ce que les mauvaises herbes commencent à germer tout de suite si on pense à la levée en fonction du temps? Est-ce qu'il y a un décalage pour certaines espèces aussi? C'est quoi les patrons de levée, en fait, qu'on observe? Puis, est-ce que c'est pertinent d'en faire 2 ou 3? Donc, faux semis, opérations comme celle-là. Donc, surtout quand on pense dans un contexte où on est dans des cultures rapides, où on veut sauver du temps, en fait, dans la saison, est-ce que c'est pertinent d'en faire 3 si 2 serait tout aussi efficace? Donc, c'est ça qui nous a amené à développer un peu le projet. Donc, le projet, il s'inclut dans un contexte d'un projet d'une grappe scientifique biologique 3 où c'était un projet multidisciplinaire visant à développer une régie de culture de jeunes pousses biologiques en terre noire. Donc, dans ce volet multidisciplinaire, dans ce projet-là, il y avait des volets principalement sur la malherbologie, puis dans ceux-là, il y avait un essai sur la modélisation. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. L'objectif, c'était donc de comprendre et optimiser les pratiques de faux semis qui sont faites dans cette régie. Donc, voici les objectifs là, plus spécifiques. À regarder quelles sont les espèces présentes, établir les patrons de levée, établir la relation qui existe donc entre les données météo, température de l'air, du sol, humidité du sol, puis la levée des mauvaises herbes, puis avoir un premier regard sur l'élaboration des modèles prévisionnels de levée. Donc, comment on a fait ça? En fait, en parallèle à nos branches de production, on avait un dispositif en bloc aléatoire complet avec 4 répétitions. Et puis, à l'intérieur de chacune de nos répétitions, on avait 20 traitements. Puis, en quoi chacun des traitements consistait? En fait, c'est un nombre de semaines désherbées. Donc, par exemple, ici, pour illustrer le traitement 1, bien, il n'y avait aucune semaine désherbée. C'est un sol qui était non perturbé. On a regardé l'émergence au fil de la saison. Le traitement 2, bien, lui, il a reçu un travail de sol, puis on va y aller ainsi de suite, comme ça, 2, 3 travails de sol. Donc, on commençait à observer les patrons d'émergence plus tard, de façon différée dans le temps. Donc, jusqu'en septembre même que les derniers travaux de sol étaient observés. Chacune de nos parcelles, donc, c'était géré comme ça, je vous le montre, pour visualiser, donc, avec un petit vibroculteur adapté à nos parcelles expérimentales qui avaient, puis chacune des parcelles 2 mètres de long et 1,2 mètres de large.
Les variables qui étaient mesurées, donc à la suite du travaux de sol, on commençait à compter les mauvaises herbes à raison de 2 fois par semaine, donc dans un quadrat similaire à celui-là. Donc, chacune des plantules de cotylédon était identifiée à l'espèce et puis dénombrée, retirée du quadrat. Puis on faisait ça tout au long de la saison pour vraiment créer pour avoir un portrait de l'émergence de chacune des espèces tout au long de la saison, comme je le mentionne. Et puis, donc, comme je mentionnais, on veut établir la relation avec les variables environnementales. Donc, on a pris la température du sol à 2,5 et 5 cm dans le sol, aussi de l'air à 1,2 m. Et puis, on a utilisé des sondes de teneur en eau qu'on a placées dans la strate 0,5 cm là, pour aller voir, pour faire la relation aussi avec l'humidité du sol et donc la germination des mauvaises herbes. Au niveau de l'analyse statistique ou de la modélisation, en fait, il existe beaucoup d'unités thermiques. Celui qui a été choisi pour modéliser la levée, c'est le temps hydrothermal, parce qu'en fait, ça répond bien aux 2 paramètres importants pour faire germer les semences de mauvaises herbes, donc la température du sol et l'humidité du sol aussi. Donc, en considérant ces paramètres-là spécifiques pour chacune des espèces, donc c'est des facteurs qui peuvent limiter la germination, donc c'est inclus dans le calcul du temps hydrothermal, les unités thermiques donc, qui ont été utilisées pour modéliser la levée. Je vous le présente ici très rapidement, sans rentrer dans la mathématique de tout ça, mais c'est pour illustrer en fait que le temps hydrothermal, c'est vraiment une combinaison du temps hydrique et temps thermal. Puis chacune de ces compositions-là de l'équation, c'est vraiment basé sur des paramètres qui sont limitants ou spécifiques à chacune des espèces, comme ici. C'est le seuil d'humidité de base qui est pris en considération pour le temps hydrique. Puis la température, température de base optimale, maximale des paramètres cardinaux qui sont connus. Donc, voilà un peu l'idée du temps du calcul hydrothermal. Une fois qu'on observe aussi des patrons de levée, puis enfin, lorsqu'on parle de proportion de levée qui se cumulent dans le temps, il y a des types de courbes qui sont appropriés pour modéliser, comme par exemple une type de courbe en S, donc l'équation Weibull, où on peut observer s'il y a deux moments d'émergence dans le temps, donc ça va être une courbe bimodale, donc à 2 phases, où on peut greffer 2 types de courbes. C'est ce qu'on a observé pour certaines de nos espèces dans notre essai. Donc, rapidement, encore aussi, l'équation Weibull, c'est celle-là qui a été utilisée dans notre modélisation. Encore une fois, certains paramètres qui sont plus importants. Ici, ça décrit vraiment l'allure de la courbe, à quel point elle croise l'axe des X, les points d'inflexion se retrouvent à quel point, et puis des paramètres de pente. Et puis, pour la courbe bimodale qui a été utilisée, nous, ça répondait bien vraiment à une Weibull et une logistique ensemble. Puis, elle a été un peu modifiée pour inclure une phase initiale de latence là, pour bien correspondre à la levée qu'on a observée. Et puis, chacun a encore là des paramètres. Ça décrit les premières phases, le plateau de la première phase, quand est-ce que la deuxième phase commence, les points d'inflexion. Donc, c'est vraiment pour vous illustrer un peu, là, sans rentrer dans le détail, mais vous illustrer un peu les réflexions puis comment ça se fait. Et puis, voilà. Puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si je résume un peu, donc, on a fait l'acquisition des données, on a regardé les espèces présentes, on a ciblé celles qui seraient le plus appropriées pour la modélisation, on a regardé leur patron de levée. Donc, avec ça, on fait le choix des courbes. On calcule nos unités thermiques en fonction des paramètres spécifiques à chacune des espèces choisies, puis on fait la modélisation. Je vais vous présenter aujourd'hui un premier regard sur la validation de la prédiction, un peu, c'est très, très préliminaire, ça a été fait juste sur 1 an, et puis n'empêche que on voit un peu le potentiel d'appliquer avec ça. Donc, cet essai-là a été réalisé en 2018 et 2019, seulement sur 2 ans, et puis la validation n'a été faite seulement que sur un cycle de production en 2019. Donc, c'est juste pour vous mentionner aussi le contexte de l'étude qui était quand même sur un court laps de temps, mais ça nous montrera un peu notre contexte. Donc,
Qu'est-ce qu'on a observé pour les espèces qui étaient présentes? Donc, il y en avait plusieurs, une panoplie. Ici, c'est les espèces abondantes. Mais je vous présente aujourd'hui les modèles seulement pour 3, pour lesquels on a fait des modèles plus poussés. Donc, le chénopode blanc, pourpier potager et la bourse à pasteur. Donc, on commence avec les graphiques. Je ne vous présente pas les 20 traitements ni l'ensemble des patrons d'émergence pour toutes les espèces parce que ça ferait beaucoup trop, mais c'est pour vous montrer un peu quel type de patron de levée on a observé et puis pour donner certains exemples, puis pour vous amener à la réflexion, là, puis pour vous faire progresser avec moi jusqu'à la fin des modèles, en fait. Patron de levée, ici, on observe celle du chénopode blanc en 2019 pour les 6 premiers traitements. Donc, vraiment une densité en fonction du temps. Ce qu'on peut observer, c'est vraiment un type de patron de levée, c'est qu'il y a un pic d'émergence à la suite de travaux de sol pour chacun des traitements, puis par la suite, c'est assez faible. Donc, ça correspond comme un pic, puis après ça, ça reste calme par opposition à une autre espèce, comme ici le pourpier potager, où après un travaux de sol ou après une intervention, il y a un pic d'émergence, ça rebaisse, mais il y en a un deuxième par la suite. Fait que là, on peut déjà penser à la phase bimodale parce qu'on a une émergence, ça se stabilise, mais ensuite, on continue d'avoir de l'émergence plus tard en saison. Fait que, ayant ça en tête, on a choisi les courbes appropriées. Donc, on embarque avec les premiers modèles. Je vais commencer avec le chénopode, donc en terre organique, en fonction du temps hydrothermal toujours. Puis le temps accumulé depuis le dernier travail de sol. Donc, sur l'axe des Y, on parle de proportion de levée cumulative en fonction du temps cumulé. Donc, vous voyez ici, c'est les paramètres. Je les ai mis pour consultation ultérieure, là, si vous avez le PowerPoint, mais c'est vraiment des paramètres qui sont ciblés pour cette espèce-là, qui tirés de la littérature puis de nos observations aussi, pour bien calculer le temps hydrothermal qui pourra correspondre aussi après ça au modèle. Donc, pour le premier traitement, je vais les faire apparaître un à la suite de l'autre pour que vous bien les visualiser puis pas toutes les lancer en même temps. Donc, le traitement 2, donc, ça avait une courbe similaire. Donc, il y a une émergence par la suite. Ça devient plus stable. Le traitement 3 et le 4 et le 5 et le 6. Fait que là, on voyait que ça s'accumule un par-dessus l'autre, puis un peu, c'est intéressant d'observer ça, justement, qu'après un travail de sol, bien, pour le chénopode, on a vraiment une émergence. Le temps s'accumule, puis là, ça considère si le sol était sec ou humide, et donc, c'est la forme de la courbe qui était observée pour le chénopode. Pour ce qui est de la bourse à pasteur, voici le premier modèle dans un sol qui n'est pas perturbé. Et fait que là, on voit bien une première phase, puis une deuxième phase plus tard dans la saison pour le type bimodal. Donc, je fais apparaître aussi là, les deuxièmes. Ce qui est intéressant pour cette espèce-là, puis la suivante, c'est que le premier plateau raccourci dans le temps, il semble se décaler, la courbe semble se décaler un peu vers la gauche aussi. Donc, le travail de sol qui se répète, puis donc qui est plus tard en saison, ça change vraiment le patron de levée, donc le modèle pour ça ici. Donc là, c'est intéressant de voir sans les points, là, les courbes se déphasent au fil du temps. Et c'est un peu la même chose pour ce qui est du pourpier potager. Donc, ici, la première courbe, à mesure qu'on avance dans la saison, on répète un travail de sol. Donc, le premier plateau s'élève un peu, il raccourcit. Ça a pour effet de tasser un peu la courbe modélisée là, vers la gauche. Alors, voilà pour ce qui est du pourpier potager. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces courbes-là. Puis, une dernière section donc, de la présentation, c'est pour ce qui est de la validation préliminaire. Je vous expliquais, donc, on avait nos modèles en 2019. On est allé mettre des quadras dans nos planches de production de laitue. Et puis, à chacune des interventions, donc, on comptait identifiait et comptait les mauvaises herbes dans 3 quadras. Puis, à chaque fois qu'on faisait un faux semis, bien, en fait, on épargnait de perturber nos premiers quadras, puis on en rajoutait d'autres. Puis ça nous a permis de voir la modélisation pour chacune de nos interventions et voir si nos modèles pouvaient s'arrimer avec la levée qui était observée.
Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une série de graphiques comme ça, où on parle encore de proportion de levée cumulée, mais en fonction des dates ici. Puis un graphique pour chacune des interventions. Donc, par exemple, si à la création des buts, on a mis nos quadras et on a regardé la levée. Ce qui est en bleu, c'est observé. Et notre modèle le plus approprié, ce serait en orange pointillé, donc ici. Puis la ligne rouge verticale, ça représente le moment de la prochaine intervention. Donc, le faux semis, le premier faux semis a eu lieu où est-ce qu'il y a la ligne rouge. Mais dans nos quadrats, on a gardé ce quadrat-là intact pour voir vraiment si nos modèles dans le temps fitaient bien les observations. Puis, donc voilà. Pour ce qui est du chénopode blanc, voici les 3 interventions de faux semis avec ce qui a été observé et prédit. Comme je dis, c'est très préliminaire, seulement 3 quadras, ce qui explique un peu la grande variabilité qu'on observe là, pour les valeurs observées. Et puis, n'empêche qu'on peut voir que pour ce qui est des interventions de faux semis, là, nos modèles étaient quand même très proches, puis ils suivaient quand même de façon générale l'émergence qu'on a observée. Pour ça, c'est le chénopode, donc en 2019 aussi. Pour ce qui est de la bourse à Pasteur, voici les graphiques. Donc, un peu faible pour ce qui est de la création des buts. Notre modèle est un peu en dessous, mais avec le temps, bon, pour les autres modèles, pour les autres interventions de faux semis, pardon, ça concordait pas si mal. Et puis, pour ce qui est du pourpier potager, aussi, là, une plus grande variabilité, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nos modèles, en fait, lorsqu'il y avait une intervention, il y avait très peu de pourpiers potagers, comme que je cible avec la souris ici, puis nos modèles disaient aussi qu'il y en avait très peu. Fait que ça, c'est intéressant aussi, puis que ça a émergé par la suite, après, là, durant le cycle de production, en fait. C'est ce que nos modèles prédisent aussi. Fait que ça vous illustre qu'il y a quand même du travail à faire, mais c'était pour faire le lien entre nos modèles puis une potentielle application des modèles dans la gestion du temps et des faux semis, puis pour optimiser ça, comment appliquer là, les modèles en contexte de production. Donc, pour conclure, justement, les messages à retenir, un peu comme je l'expliquais, on voit que c'est possible de générer des modèles pour plusieurs espèces en fonction de leurs patrons qui sont différents. Il faut en tenir compte, évidemment, des paramètres cardinaux pour chacune des espèces. Puis notre premier regard sur la validité et l'applicabilité, dans notre processus de réflexion quand on fait des essais comme celui-là. Mais il faut quand même garder en tête les limites importantes. Comme je disais un peu rapidement, c'est des modèles qui sont, premièrement, qui sont basés sur une proportion de population et non une densité réelle observée. C'est juste une subtilité quand même qui est importante de garder en tête. D'autres limites, en fait, c'est qu'il y a des paramètres cardinaux qui ont été tirés de la littérature. Ça peut peut-être changer en fonction de la localisation des populations de mauvaises herbes pour peut-être une subtilité à ce niveau-là pour s'ajuster bien aux populations réelles. C'est 2 ans pour faire des modèles, c'est quand même peu. Puis surtout pour les valider, là, ça mériterait encore de travailler sur ça pour les peaufiner puis vraiment avoir un bon potentiel de prédiction. Puis notre modèle n'inclut pas certains phénomènes biologiques reliés à la germination et la levée. Il y en existe beaucoup dans la littérature. Un exemple de ça, c'est tout ce qui est la dynamique de la limite d'humidité du sol qui peut changer en fonction de la température qui est exposée. Puis là, je le lance comme ça, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de subtilités biologiques qui ne sont pas incluses dans le modèle, qui pourraient l'être, mais en fait, qui pourraient peut-être augmenter la potentiel de prédiction. N'empêche que nos modèles sont quand même bien. Pour les 2 ans d'observation qu'on a eu. Fait que j'aimerais remercier, en terminant, beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet-là, notamment Caroline Côté, son équipe, Mylène Généreux, qui ont vraiment coordonné et chapeauté le projet dans son ensemble. Merci à plein de monde, Carl Boivin, Paul Deschênes pour ce qui est de l'irrigation et de l'instrumentation. Beaucoup de gens qui ont travaillé, Kim, Justin, Mylène, au niveau de technique puis de la prise de données, les ouvriers, beaucoup d'étudiants et stagiaires qui ont identifié, compté les mauvaises herbes avec nous, qui nous ont aidés. C'est beaucoup de données à prendre, mais ça a été un beau travail d'équipe. Donc, merci à tout le monde. Je terminerai en disant justement, souligner le financement qui était
dans le cadre de la Grappe scientifique biologique 3 d'Agriculture agroalimentaire Canada et en collaboration avec l'industrie, donc par Vert Nature. Donc, merci aussi pour votre attention aujourd'hui.